Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans le 6h Info de France 2, une première demi-heure pour bien démarrer la journée. Première demi-heure d'actualité, le JT c'est dans un instant avec Sébastien Thomas. On parlera, bonjour Sébastien, Bonjour. notamment de l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Les 80 ans, d'ailleurs, qui sont à la une de beaucoup de vos quotidiens ce matin, nationaux et en région, un certain 18 juin, titre La Croix. 18 juin, un appel contre le renoncement, rappelle encore le Figaro et revue de presse dans une quinzaine de minutes. À suivre également Covid-19. On vous répond toutes les questions que vous posez sur la crise, mais aussi sur l'actualité. Beaucoup de questions relatives au nouveau protocole sanitaire en vigueur dans les écoles à partir de lundi. Et David Lefort nous apportera ses réponses. Voilà pour le menu de cette première demi-heure d'actualité. On commence par le JT. Bonne journée. Voici nos titres. Emmanuel Macron et Édouard Philippe au Mont-Valérien à 11h30 cette année. Covid oblige, les cérémonies du 18 juin n'auront rien à voir avec celles de l'an passé. Les images que vous voyez sont donc caduques, ni publiques ni scolaires. Alizé Lutran nous donnera le programme de cette matinée. Le président qui s'envolera ensuite pour Londres où il y a 80 ans, le général de Gaulle s'apprêtait à prononcer ces mots historiques. Emmanuel Macron qui doit aussi rencontrer le Premier ministre britannique Boris Johnson. Nous sommes donc le 18 juin 1920, il y a 80 ans, le général de Gaulle s'apprêtait à prononcer depuis Londres le célèbre appel à ne pas rendre les armes. Et ce jeudi sera marqué par une série de commémorations des deux côtés de la Manche avec Alizé Lutran depuis l'Élysée. Bonjour Alizé, on va avoir une aperçu du programme cérémonie Alizé sans public. Oui, effectivement, Sébastien. Alors Emmanuel Macron et Édouard Philippe participeront à ces commémorations à 11h30 précises en comité restreint. Pas de bain de foule pour le chef de l'État cette année. Les 2000 personnes qui participent habituellement ne seront pas là. Double anniversaire célébré donc aujourd'hui au Mont-Valérien, ce haut lieu de la mémoire nationale, principal lieu d'exécution des résistants en France par l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet anniversaire, donc, les 80 ans du célèbre appel, mais aussi les 60 ans de la création du mémorial de la France combattante. Peu d'élus donc autour du président aujourd'hui, les présidents de l'Assemblée et du Sénat, le maire de Suresnes, quelques parlementaires et puis les compagnons de la Libération seront donc présents à ses côtés lorsqu'il passera les troupes en revue avant de lire donc ce fameux appel du 18 juin. 1 minute de silence sera ensuite observée avant la Marseillaise. Un grand merci à Alizé Lutran en direct ce matin devant l'Élysée. Sébastien. On évoquera cet appel du 18 juin et sur les antennes de France Télévisions, une édition spéciale à partir de 9h10 présentée par Julien Bugier. Ce sera à suivre sur France 2 et sur France Info. Au programme de ces commémorations, un déplacement notamment du président Macron, du chef de l'État au Mont-Valérien. Et après, eh bien, le président se rendra à Londres, Sébastien. Oui, à Londres, où pour l'occasion, la statue de Winston Churchill, située près du Parlement, sera déprotégée. Parce que depuis le début du mois de juin et les manifestations antiracisme dans le sillage de la mort de George Floyd, eh bien, une caisse métallique avait été installée suite à des graffitis qualifiant Churchill de raciste et d'esclavagiste. Graffitis qui faisaient référence au passé colonial de l'ancien Premier ministre. Londres, où le président français devrait donc arriver dans la matinée, visite symbolique. Oui, avec une rencontre d'une partie de la famille royale, mais visite politique aussi. À Londres, Arnaud Comte. Oui, Emmanuel Macron et sa délégation qui échapperont à la quarantaine imposée aux voyageurs entrant au Royaume-Uni sont donc attendus à la mi-journée dans la capitale britannique et notamment à Clarence House, la résidence du prince Charles et de son épouse Camilla. Ils se rendront ensemble, non loin de là, à Carlton Gardens, l'ancien quartier général des forces françaises libres, où une cérémonie aura lieu pour célébrer les 80 ans de l'appel du 18 juin, de l'appel du général de Gaulle. Puis s'en suivra dans l'après-midi un temps un peu plus politique à Downing Street, où Emmanuel Macron va rencontrer le Premier ministre britannique Boris Johnson pour évoquer sans doute évidemment la pandémie de Covid-19, mais aussi les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni dans ce contexte du Brexit. Arnaud Comte, depuis Londres. Et puis le Royaume-Uni va décorer les 4 derniers compagnons de la Libération encore en vie. Ils ont entre 98 et 100 ans et vont être faits membres de l'Empire britannique honoraire, un titre qui récompense les ressortissants étrangers. Dans l'actualité, il y a également l'Assemblée nationale qui a voté hier la sortie de l'état d'urgence sanitaire après le
10 juillet. Alors il y aura toutefois une période de vigilance durant laquelle les restrictions resteront possibles, mais ce retour à la normale aura 2 exceptions, la Guyane et Mayotte où le virus circule encore activement. Dans ces 2 territoires d'outre-mer, l'état d'urgence sera prolongé jusqu'au 30 octobre inclus. Les conséquences économiques maintenant de cette crise sanitaire avec ces moins mauvais chiffres que prévus pour la croissance française. Il semble en effet que la reprise économique s'annonce plus solide. Les explications, Liane Courtet. Des nouvelles encourageantes pour l'économie française. Après un mois d'avril historiquement catastrophique, la reprise économique est nette depuis la mi-mai. L'accélération du déconfinement a permis la reprise de certaines activités, notamment le service aux entreprises, sur un rythme plus soutenu que prévu. L'INSEE a donc revu à la hausse ses prévisions pour le 2e trimestre. Le recul du produit intérieur brut ne serait que de 17%, contre moins 20% précédemment. Selon les derniers indicateurs disponibles, la perte d'activité économique par rapport à une situation normale serait de 29% en avril, 22% en mai et 12% seulement en juin. Une reprise qui s'observe dans tous les secteurs où l'activité est à nouveau autorisée, comme la construction ou l'industrie. En parallèle, les Français sont retournés dans les magasins, si bien qu'en juin, le niveau de la consommation n'est en retrait que de 5% par rapport à un mois normal. Pour autant, l'INSEE reste prudente. Avec la hausse attendue du chômage et la crainte d'une 2e vague épidémique, l'Institut de statistique refuse de prédire quand l'économie reviendra à son niveau d'avant-crise. En revanche, mauvaise passe pour Qwant. Malgré le soutien des pouvoirs publics, le moteur de recherche français n'arrive pas à s'imposer comme alternative au géant américain Google. Qwant va peut-être supprimer une vingtaine de postes. Les détails, Sigrid de Misoire. Ici, la filiale de Qwant, basée à Épinal, qui semble déjà inoccupée. Là, celle d'Ajaccio, qui développe le service Qwant Music. Ces 2 sites sont menacés de fermeture. Le moteur de recherche français prévoirait également 7 licenciements au siège parisien. Au total, 25 postes seraient supprimés sur la centaine que compte l'entreprise. Des départs compensés en partie par des embauches. 16 seraient envisagés à Nice. Qwant a engagé une réorganisation profonde, marquée en janvier par le départ d'un de ses fondateurs, Éric Léandri. La nouvelle direction entend réduire ses dépenses, car depuis son lancement en 2013, le moteur de recherche français, soutenu par les pouvoirs publics, peine à grappiller des parts de marché sur Google. Google, qui assure toujours près de 95% des recherches sur Internet. Allez, un coup d'œil à nos invités ce matin, à 7h38 dans les 4 vérités sur France 2. Caroline Roux recevra Pablo Gentiloni, l'ancien président du Conseil italien et désormais commissaire européen à l'économie. Et puis sur France Info, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, sera votre invité, Samuel, à 7h50. Tandis qu'à 8h30, eh bien, c'est la maire sortante PS de Paris, Anne Hidalgo, qui sera l'invitée du Canal 27 pour la grande interview politique. À suivre donc l'actualité à l'étranger maintenant avec un nouveau livre de révélations fracassantes signé d'un ancien de l'administration américaine, John Bolton. Selon des fuites dans la presse, cet ex-conseiller à la sécurité nationale accuse le président américain d'avoir cherché l'aide de la Chine pour sa réélection. Des faits qui remonteraient à l'été dernier. John Bolton a quitté la Maison-Blanche en septembre 2019. Il avait refusé de témoigner sous serment lors du procès en impeachment de Donald Trump. Et nous allons maintenant en Allemagne où les policiers en sont certains. La petite Maddie est morte. L'enquête avait été relancée, on s'en souvient tout récemment, quand un lien a été fait entre la disparition de Maddie en 2007 au Portugal et la présence sur place à l'époque d'un pédophile multirécidiviste. Sur place, à Berlin, François Baudonnet. Oui, les enquêteurs allemands disent avoir les preuves que la petite Maddie McCann a été tuée. C'est ce qu'a déclaré hier un porte-parole du parquet, ajoutant aussitôt qu'il ne pouvait pas en dire plus pour l'instant. Les soupçons se portent en tout cas de plus en plus vers Christian B., un pédophile multirécidiviste actuellement en prison en Allemagne et qui, à l'époque des faits, vivait au Portugal à quelques kilomètres seulement de l'hôtel où l'enfant avait disparu. Alors, selon les médias allemands, les enquêteurs ont retrouvé dans le camping-car de cet homme des restes de vêtements d'enfants, en particulier un maillot de bain. Alors s'agit-il d'un vêtement de la petite Maddie? Ce n'est pas certain, mais encore une fois, la police semble persuadée que c'est bien cet homme qui a tué la petite fille en 2007. Correspondance de François Baudonnet à Berlin. Donc, dans la foulée des autorités sanitaires américaines, l'OMS
arrête à son tour les essais sur l'hydroxychloroquine. Après étude de 2 essais cliniques, l'Organisation mondiale de la santé est arrivée à la conclusion que cet antipaludéen ne réduisait pas le taux de mortalité des patients atteints du Covid-19. On va ouvrir maintenant à 6h08 une page football dans le 6h Info de France 2, avec d'abord une image du championnat anglais. Liverpool attendra pour être sacré car son dauphin Manchester City s'est imposé hier contre Arsenal 3-0. Mais de cette journée en retard hier, on retiendra une autre image. Un slogan imprimé sur les maillots Black Lives Matter, référence explicite au mouvement antiracisme. Et puis les joueurs, que ce soit à Aston Villa ou à Sheffield, qui ont posé quelques secondes un genou à terre. Il faut le savoir, la Première Ligue est le premier championnat le plus vu au monde. Allez, football toujours avec la reine des compétitions européennes. Il y a du nouveau. Oui, on en sait plus sur le format de la Ligue des Champions 2020. Covid oblige, il est totalement inédit. Majid Kat. Qui succédera à Liverpool, champion d'Europe la saison dernière? Retardée à cause de la crise sanitaire, l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions se terminera de manière inédite. Un Final 8, 8 équipes dans la même ville, Lisbonne au Portugal. Pas de match aller-retour, mais des éliminations directes. Les quarts de finale auront lieu du 12 au 15 août, les demi-finales du 18 au 19 août et la finale le 23 août. La capitale portugaise bénéficie de 2 grands stades, celui du Benfica et celui du Sporting. Pour l'instant, aucune certitude sur la présence des supporters. Nous n'avons pas encore décidé sur la présence ou non de spectateurs car il est encore trop tôt. Nous verrons quelle est la situation début juillet pour prendre une décision. 2 clubs français sont encore en lice. Le Paris Saint-Germain a déjà son billet pour ce Final 8. L'Olympique lyonnais devra attendre son 8e de finale retour pour se qualifier. Ce match face à la Juventus Turin aura lieu le 7 ou le 8 août prochain. Merci Sébastien, on vous retrouve dans quelques minutes pour faire un nouveau point sur l'actualité dans ce 6h Info sur France 2. À suivre la revue de presse notamment, avec plusieurs unes, je vous le disais, consacrées à l'appel du 18 juin. Mais d'abord, notre rendez-vous dans notre matinale. On vous répond toutes les questions que vous posez sur l'actualité et les réponses avec David Lefort. Bonjour David. Bonjour Samuel, bonjour à vous. On a beaucoup de questions relatives aux nouveaux protocoles sanitaires en vigueur dès lundi dans les établissements scolaires. Effectivement, Lolette, notamment, qui s'inquiète de la mise en place de tout cela entre vendredi, qui voit le protocole ancien encore en fonctionnement, et lundi où tout ça devrait changer. Alors, il y aura un petit éclairage, certainement pour vous, si vous voulez voir dans le détail ce qui va changer et ce qui perdure. C'est la page d'accueil du site de l'Éducation nationale. Vous avez des réponses ici, c'est détaillé sur 8 pages. Alors, dans les faits, ce qui va être maintenu, c'est notamment, alors pour les écoles primaires et pour les collèges, la distance d'1 mètre. Lorsqu'on est en espace clos, on s'affranchit de cette distance à l'extérieur. En maternelle, eh bien, il n'y aura plus de distance, si ce n'est entre groupes, entre classes distinctes. On pourra aussi s'affranchir d'un certain nombre de règles, notamment, vous voyez, les 4 mètres carrés pour certains élèves. Tout ça, on oublie. On va réagencer aussi les classes, quitte à mettre les élèves dos à dos pour tenir au maximum une distance d'1 mètre entre eux. Les locaux, le mobilier sera aussi désinfecté 1 fois par jour. Donc, à nouveau, on pourra jouer, on pourra s'installer sur les bancs à la récréation. Alors, à la récréation, le port du masque, bien sûr, est conseillé. Pour les collégiens notamment, il est même obligatoire à partir de 11 ans, mais plus de distance de 1 mètre. De la même manière, les profs pourront s'affranchir du port du masque en classe lorsqu'ils pourront se tenir à distance d'1 mètre de leurs élèves. David, Covid-19, Oui. toujours avec cette question d'Éric ce matin. J'aimerais savoir dans quelle mesure nous sommes menacés par la réapparition de l'épidémie de Covid-19 en Chine ces derniers jours. Effectivement, la question de Eric. Alors, la réponse, pour le moment, on n'est pas forcément menacé. Voici pourquoi. Parce que Pékin empêche en fait tous les habitants désormais de sortir de la ville, sauf à présenter en fait une attestation qui dit qu'on a passé un test et que le test est négatif. Et il y a aussi, rappelons-le, des foyers qui existent, foyers assez importants, notamment en Allemagne, dans un abattoir, d'où, il faut le rappeler encore, eh bien, que le virus n'a pas complètement disparu, que les gestes sont importants, les gestes pour se désinfecter les mains, la distance physique également. Donc on reste vigilant, bien évidemment. Dans ce rendez-vous, on vous répond toutes les questions que vous posez sur l'actualité comme celle-ci. Pourriez-vous préciser quelles sont les informations concernant l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin ?
Effectivement, il y a eu une évolution ces dernières heures. Estelle Mouzin, qui est disparue en 2003 à Guermantes. Alors, en mars dernier, Michel Fourniret reconnaissait plus ou moins dans son interrogatoire que, eh bien, il aurait pu emmener dans une de ses 2 habitations ardennaises la jeune fille après l'avoir enlevée. Donc, ces 2 foyers de Michel Fourniret et de sa compagne seront fouillés à partir de lundi. 2-3 jours de fouilles sur place menées effectivement par les équipes d'enquête. Et puis David, cette dernière question de Michel, que s'est-il passé entre les marines turques et françaises en Méditerranée? J'entends parler, nous dit Michel, d'un événement grave. Alors effectivement, Laurence Parly, ministre des Armées, parle effectivement d'un cadre, d'un accrochage extrêmement, enfin d'un comportement extrêmement agressif effectivement pour la cité, puisque vous le savez, les Turcs apporte une aide peut-être armée au gouvernement d'union libyenne. Alors c'est en violation des accords qui sont en place et puis ça compromet aussi un cessez-le-feu. Ce qui s'est passé dans les faits, c'est qu'une frégate française s'est approchée d'un cargo qu'elle soupçonnait de transporter des armes vers la Libye et que là, les frégates turques ont pris pour cible, entre guillemets, ont accroché au radar la frégate française et c'est un signe effectivement très agressif. Généralement, ça entraîne la réplique des forces françaises, qui n'a pas été le cas. Un grand merci David, on vous retrouve tout à l'heure dans la matinale de France Info sur le canal 27. Pour ce rendez-vous, on vous répond. La revue de presse, la une de vos journaux, c'est dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité, avec Sébastien. Commémoration du 18 juin. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe seront au Mont Valérien, en région parisienne, à 11h30. Cette année, Covid oblige, les cérémonies ne ressembleront pas aux images que vous voyez, qui datent de l'année dernière, ni publiques, ni scolaires. Autour du président. Un président qui s'envolera ensuite pour Londres, où il y a 80 ans, le général de Gaulle était en train d'écrire les mots historiques qu'il prononcerait ensuite au micro de la BBC. Emmanuel Macron doit rencontrer le prince Charles, puis le Premier ministre britannique Boris Johnson. Une bonne nouvelle pour l'économie française. La croissance va baisser, mais moins que ce qui était escompté. C'est notamment dû à la reprise des chantiers de construction. C'est une étude dévoilée par l'INSEE que nous vous détaillons dans les journaux ce matin sur France Télévisions. Un grand merci Sébastien. Allez, un coup d'œil à vos journaux. On commence par la presse en région. Beaucoup de une sur ces commémorations de l'appel du 18 juin. C'est en une, regardez, du journal breton Le Télégramme, il y a 80 ans. Cet appel qui changea l'histoire. Le Dauphiné Libéré consacre sa une également à cet anniversaire, se demande ce qu'il reste du 18 juin. Et d'ailleurs, les dernières nouvelles d'Alsace jouent sur les mots et parlent, regardez, non pas de l'appel, mais du rappel du 18 juin, en se demandant ce qu'il reste de l'esprit du Conseil national de la résistance et de ses avancées sociales et républicaines. Et l'Est éclair va un peu plus loin. Et regardez ce titre entre héritage et récupération. L'Est éclair qui constate que beaucoup de responsables politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite se revendiquent de l'héritage du général de Gaulle. La question est de savoir ce que lui dirait aujourd'hui, s'il était encore là, de ces récupérations. Regardez cette une de La Voix du Nord. On en parlait tout à l'heure avec David. Changement des conditions sanitaires pour l'école à compter de lundi. Cette fameuse rentrée obligatoire dont le président Macron a parlé. Ce qui change à compter de lundi, mais aussi les municipales à Lille. Les manifestants, c'est très serré. Suspense total, titre le journal. Selon un sondage IFOP pour le journal, Martine Aubry et Stéphane Bally, donc socialistes et écologistes, seraient dans un mouchoir de poche. On est à 10 jours du second tour des municipales. Voilà pour la presse en région. Je vous emmène voir la presse nationale avec d'autres unes sur les commémorations du 18 juin, ici à la une de La Croix. Pourquoi 80 ans après cela résonne encore autant? C'est sans doute, écrit le journal, ce qui fait notre attachement à ce symbole. Le souvenir d'un homme qui a cru qu'il y avait quelque chose à faire quand tout était perdu, même l'honneur. Charles de Gaulle a espéré contre toute espérance. Il s'est rebellé contre l'inéluctable et a ouvert un chemin qui a changé le destin de notre nation. Cet appel qui est également à la une du Figaro, un appel contre le renoncement. C'est la même idée d'ailleurs, dit le journal. Une bonne nouvelle économique en une du journal spécialiste de la question, Les Échos, avec l'économie française après la crise qui sort enfin de son sommeil, qui nous disent, Les Échos, que la chute du PIB est moins marquée que prévu au deuxième trimestre. Voilà la bonne nouvelle. C'est l'INSEE qui le dit et qui souligne notamment la bonne tenue de la consommation. La consommation en France qui est souvent un moteur important de la croissance.
Post-crise du Covid aussi, c'est les vacances. Le Parisien se demande où pourrons-nous partir à l'étranger cet été ? Parce que, on le sait, les voyages sont désormais possibles en Europe. Et du coup, le Parisien, je vais vous montrer cette petite carte, a fait une carte des pays européens où c'est vert, on peut s'y rendre aujourd'hui, où c'est orange, avec des quarantaines ou des dépistages obligatoires, et où c'est rouge, entrée interdite, en tout cas pour des motifs touristique. Voilà pour cette carte. Il me reste quelques secondes encore. Je vous montre la une de Libé. Cette question de santé publique avec cette enquête exclusive de Libé sur les perfluorés. Silence, on empoisonne. Le titre choc de Libération ce matin qui explique ustensiles, textiles, emballages alimentaires présents dans de nombreux objets du quotidien, par exemple les poêles. Ces produits, les perfluorés, contaminent la population sans que les autorités françaises ne réagissent. À lire dans Libé. Et il me reste quelques secondes pour vous montrer la une de L'équipe qui se félicite de cette formule complète pour qui ? Eh bien pour le PSG, qui pour la fin de la compétition de la Ligue des Champions, a priori, pourra disposer de tous ses joueurs, constate le journal. Nous, on dispose de Nathalie Riouet, ce qui vaut tout le PSG, en tout cas en matière de météo. Je ne parle pas de football. Bonjour Samuel, comment ça va ? Mais bien. Ouais. C'est encore un petit peu... Comme hier, encore un peu instable, encore un petit peu frais quand même, mais on va vraiment vers une très très belle amélioration, d'abord ce week-end et surtout la semaine prochaine. Alors là, ce sera vraiment l'été, ça tombe bien, c'est vraiment l'été qui arrive. C'est l'avancement du FC Météo, c'est Nathalie Riouet. L'attaquante. C'est parti. Bonjour à tous. Eh bien, si le calme revient sur les régions de l'Est avec le retour, vous le voyez, du soleil, malgré quelques bancs de brume et de brouillard, eh bien, les averses sont toujours au programme, notamment à l'ouest ce matin. Entre les deux, ça reste bien gris. Le soleil est près de la Méditerranée, notamment à l'est du Rhône. Et puis cet après-midi, c'est vrai que les nuages auront tendance à gagner tout de même les régions de l'Est, mais les précipitations seront très faibles, alors que sur l'ouest, on gardera ce régime d'averses, des averses parfois orageuses du côté de la Bretagne et de la Normandie. Toujours le soleil à l'est du Rhône avec encore un petit peu de vent. Les températures ce matin, un peu plus fraîches par rapport à hier, entre 9 et 18 degrés. Cet après-midi, de 18 à 27 degrés. On est toujours 2-3 degrés sous les normales de saison. Pour demain, eh bien, les averses se limiteront au nord et le long des côtes de la Manche. Partout ailleurs, un temps un peu plus sec, alternance de soleil et de passages nuageux. Et puis autour de la Méditerranée, eh bien, ce sera du soleil avec toujours un petit peu de vent. Les températures repartiront très légèrement à la hausse. Bonne journée à tous. Après l'avant-centre du FC Météo, Nathalie, on va retrouver le numéro 10 de Télématin. J'ai nommé Laurent Pignolas. Comment ça va, Laurent ? Ça va, c'est plus joli numéro 10 que l'arrière-garde, j'aime bien. C'est bien pour ça que j'ai choisi numéro 10, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui ? Un très joli portrait pour commencer, celui d'Elisabeth qui a dû quitter sa famille, qui lui reprochait son homosexualité. Eh bien aujourd'hui, forte de cette malheureuse expérience, elle accompagne ceux qui connaissent ces moments difficiles. D'autres histoires ce matin, celle que Nicolas Henry nous raconte avec ses photographies. Il est aussi anthropologue et nous offre ses immersions dans différents quartiers, différentes communautés américaines. Après le JT de 7h, on ira à Moscou. Luc nous racontera cet étrange rapprochement entre l'armée et l'église auquel on assiste en ce moment en Russie et dans sa capitale. On évoquera également avec notre Toubib ce qui est une véritable prise de tête pour 11 millions de Français, la célèbre et non moins douloureuse migraine contre laquelle il y a des remèdes. Et oui, on y croit. Et puis vers 8h15, avec le journaliste Vincent Grimaud, nous évoquerons l'exode des habitants des grandes villes et notamment de Paris vers la campagne durant le confinement. Ça a fait grincer des dents et ça en a libéré quelques-uns. À tout à l'heure. Un grand merci, Laurent. Que du numéro 10 dans la team Télématin, c'est dans un instant, c'est sur France 2. Et par ailleurs, on vous donne également rendez-vous sur le canal 27. C'est la matinale de France Info qui démarre dans un instant. 3 heures d'actu jusqu'à 6h30. Passez une belle journée. Prenez bien soin de vous et des autres. J'aurais aimé qu'on se dise qu'avec le